Alors, qu'est-ce qui vous a amené en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi ce choix? Oh bah, le choix, c'est pas vraiment un choix, quoi. C'est plutôt une question de hasard. Bon, je faisais des études de linguistique et puis il s'est trouvé qu'on a eu besoin d'un linguiste pour la Nouvelle-Calédonie. Alors bah, j'ai fait comme tout le monde, quoi. À l'époque, j'ai regardé où c'était. Bon, disons qu'il y avait déjà eu des travaux de fait. Il y avait les travaux de Lénard qui avaient été faits à peu près au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, bon, alors Lénard n'était pas linguiste, il était essentiellement, c'était un missionnaire ethnologue. Et par conséquent, ses travaux, si tu veux, donner une assez bonne idée de ce qu'on pouvait trouver là-bas. Mais bon, il fallait faire des recherches précises, approfondies sur cette région. Est-ce que vous êtes parti avec un objectif précis d'étude? Moi, oui, je suis parti avec un objectif précis parce que, en fait, ce qui est particulier dans cette région d'Océanie, c'est qu'il y a quelques langues tonales et que, à l'époque, eh bien, c'était vraiment mon but de mission, c'était d'étudier ces langues-là, et non pas l'ensemble des langues de Nouvelle-Calédonie. Enfin, c'était un but très particulier, quoi. J'étais envoyé en mission pour ça. J'avais pris des cours de phonétique avec des spécialistes de langue africaine, Jacqueline Thomas en particulier, des gens qui sont très spécialisés dans l'étude de langue tonale, donc moi j'avais pas mal d'entraînement. Et quand Audrey Cour, qui était à l'époque partie justement revoir les travaux de Lénard, réétudier ça de façon, enfin avec toutes ses capacités de linguiste professionnel, il a découvert qu'il y avait des langues tonales, et donc moi j'ai été envoyé là-bas pour étudier ces langues qui sont parlées à la fois dans le centre et puis à l'extrême sud. Donc c'était le but de ma mission. Et puis aussi je devais aller faire un tour au Vanuatu, à l'époque c'était les Nouvelles-Hébrides, et là il y avait un champ à peu près illimité de langues, il y avait eu plus d'une centaine de langues, quoi. Donc j'étais lâché là-dedans. Et ça a été le travail que j'ai fait pendant 2 ou 3 ans, là, de me promener parmi toutes ces langues, quoi. Alors, pendant 2 ou 3 ans, vous avez donc sillonné la Grande Terre? Oui, enfin, j'ai pas vraiment sillonné la Grande Terre parce que, bon, quand on dit qu'on étudie 5 ou 6 langues tonales, ça veut dire que, étant donné que les langues sont parlées sur des superficies assez restreintes, ça faisait que j'étais en permanence soit dans la région du centre, c'est-à-dire dans la région de Pointe-d'Imier, Ponériouin, Touhou, par là, ou alors dans l'extrême sud, c'est-à-dire dans la région de Ounia, Païta, Goro, l'île des Pins. Alors donc, le résultat de ces études au niveau des langues, c'est quoi? Quel est le panorama, disons, des langues en Nouvelle-Calédonie? Des langues mélanésiennes, bien sûr. Oui, c'est pas... enfin, le tableau, il consiste en 28 langues. Il y en a 4 à Loyauté, il y en a 24 sur la Grande Terre. Et bon, depuis que j'ai commencé à travailler, il y a un certain nombre d'autres personnes aussi. Il y avait déjà des personnes qui travaillaient à l'époque, hein. Il y a toujours eu un petit... flux d'études qui a été mené, enfin plus ou moins professionnellement, mais il y a toujours eu des missionnaires qui s'intéressaient aux langues, hein, notamment il y avait Père Dubois qui a beaucoup travaillé à Marais et ailleurs, au Bélep, à l'île des Pins. Et il y avait le Normand, il y avait des gens comme ça, il y avait Jacqueline Lafontinelle qui était déjà là quand j'y suis allé. Et puis depuis que j'ai fait cette première mission, eh bien, il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées au lot. Et en fait, les langues ont été beaucoup étudiées. Il y a eu des linguistes soit français, soit néo-zélandais, américains, australiens. Enfin, il y a une quantité d'études de fait, hein, donc, Alors donc ces langues, l'étude consistait en quoi? D'abord une retranscription écrite, puisque ce sont des langues orales. oui. Ensuite, une étude de quoi? De la syntaxe, de la grammaire, du lexique de ces langues? Oui, bon, il y avait déjà un certain nombre de documents écrits, donc souvent de missionnaires, et ça consistait à revoir ces travaux-là et à quand il s'agissait de langue tonale, précisément à faire ces notations tonales, c'est-à-dire à mettre sur chaque syllabe l'intonation particulière qui était portée sur les différents mots du lexique. Donc il y avait un travail de perfectionnement phonétique, et puis des notations.
de mise à écrit de tout ça. Bien entendu, les documents missionnaires étaient très incomplets, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'enquêtes à faire dans le domaine de la flore, de la faune, parce que ce n'étaient pas des domaines qui intéressaient beaucoup les missionnaires. Tout le monde naturel, au contraire, les Kanaks le connaissent extrêmement bien, donc il y a énormément de travail à faire pour recueillir toutes les nomenclatures, faire les identifications, et puis bien sûr élargir le vocabulaire par des questionnaires, par des enregistrements qu'on pouvait faire au moment des fêtes, des cérémonies par exemple. Il y a beaucoup de mots, d'expressions qui sortent à ce moment-là. Et puis il y a aussi toute la littérature orale, enfin tous les mythes, les contes, etc., que les gens connaissent encore bien, dans la plupart des régions. Alors là, vous avez fait tout un travail de collecte aussi oral, voilà. sur cassette. Oui. C'est-à-dire j'avais un magnétophone et puis j'enregistrais beaucoup et je travaillais sur ces enregistrements avec l'aide d'informateurs. Alors, est-ce que ces langues sont des langues complexes? Est-ce qu'on peut les appeler langues d'abord? Parce qu'on dit souvent dialecte quand on parle des langues de ces pays qu'on connaît mal, en définitive. Oui, on parle de dialecte. Enfin, c'est un petit peu considéré, je crois, comme une espèce de sous-catégorie de la langue un peu inférieure, c'est-à-dire pas très riche en vocabulaire, pas très intéressante, pas très structurée. Enfin, c'est un petit peu ça qu'on veut dire, je crois, dans le sens commun du mot dialecte, alors qu'en réalité, en linguistique, on distingue des langues et des dialectes, en ce sens que les langues sont assez différentes entre elles, alors que les dialectes sont en principe assez proches, les gens peuvent se comprendre. L'intercompréhension peut servir de critère dans certains cas pour dire, là on a affaire au dialecte d'une même langue, là on a affaire à des langues, c'est-à-dire que les gens en principe ne se comprennent pas, alors les structures linguistiques sont différentes. Mais ce sont des langues, bien entendu, c'est-à-dire compliquées, Comment vous la définissez, une langue? Comment un linguiste définit une langue? C'est un code qui permet de se comprendre entre des gens, qui comprend des structures phonétiques, grammaticales, sémantiques, etc. Enfin, c'est un ensemble de références structurées, symboliques, qui permet aux gens de communiquer. Donc les 25-28 langues que vous avez répertoriées en Nouvelle-Calédonie sont bien des langues? Absolument, oui. C'est-à-dire on a effectivement tendance à dire que c'est des dialectes, c'est des sous-langues, c'est je sais pas quoi, mais c'est simplement un effet d'optique, si on peut dire. C'est parce qu'il n'y avait pas encore de manuels, de choses imprimées, etc., de tableaux, etc. Maintenant, ça existe. C'est-à-dire qu'on peut, soit s'agissant des sons, soit pour les structures d'actance, comme on dit, soit les tableaux des pronoms, etc. On peut faire des tas de choses qui ont tout à fait l'allure très respectable de ce qu'on peut voir dans les grammaires latines, c'est-à-dire où on a des catégories, etc., etc. Enfin, ça, c'est une question de... c'est presque le linguiste, dans ce cas-là, qui ramène la langue à ce statut qu'on lui reconnaît de choses d'ensemble respectables, compliquées, etc., douées de règles surtout. Alors c'est les règles qui nous intéressent, c'est évidemment ce qui est obligatoire et ce qu'on est obligé de respecter quand on communique, quoi. Et alors est-ce que justement la complexité de ces règles est-ce qu'on peut en déterminer qu'une langue a été élaborée, qu'elle est historique, qu'elle vient de loin? Est-ce que quand vous étudiez une langue aussi, vous cherchez à savoir depuis quand elle existe? Oui, c'est une dimension très très importante de l'étude parce que en réalité, ce qui intéresse la plupart des linguistes qui travaillent, des linguistes professionnels, c'est justement une langue en elle-même, c'est intéressant bien entendu, mais c'est encore plus intéressant de la comparer à ses voisines. Et puis quand on a fait le tour des langues de Nouvelle-Calédonie, de les comparer aux langues qui sont parlées ailleurs en Océanie, et puis d'en tirer des conclusions sur l'histoire, sur la façon dont ces langues se sont implantées, se sont diversifiées, etc. Ça, c'est possible, c'est un des principaux témoins matériels dont on dispose pour retracer l'histoire de ces peuples, puisqu'ils n'ont pas d'écriture et que par conséquent, il y a les choses matérielles qui sont enfouies dans le sol, ça c'est les archéologues qui s'en occupent, il y a les structures sociales, etc., mais
tirer des conclusions historiques à partir des structures sociales, c'est déjà plus difficile. Par contre, avec les langues, on a un outil assez formidable pour voir comment faire des regroupements, faire des arbres génétiques. Alors là, est-ce qu'il y a quelques conclusions comme ça qui vous viennent justement sur cette historique des langues? Il y a une date où on peut voir apparaître la présence de ces langues sur la Nouvelle-Calédonie? Enfin, c'est à la fois les linguistes et c'est à la fois les archéologues qui peuvent, par un faisceau de convergence, dire avec une très très grande probabilité, certitude, que les Kanaks sont probablement arrivés en Nouvelle-Calédonie il y a 3000 ans au moins, et que vraisemblablement toutes les langues qu'on trouve maintenant sont apparues par diversification au cours du temps de de cette langue mère, enfin qui s'est petit à petit scindée en 2, puis en 4, puis en un certain nombre de langues comme ça. Et alors la langue mère serait laquelle? Est-ce qu'il y a des courants là où on peut imaginer d'où venaient ces gens quand ils se sont installés il y a à peu près 3000 ans? Oui, tu sais, le plus simple, c'est de considérer, comme disent les anglo-saxons, s'il y a la théorie des short moves, c'est-à-dire, on suppose que les gens sont allés d'une île à l'autre par le plus court chemin, c'est-à-dire que la Nouvelle-Calédonie, si on veut savoir la Grande Terre d'où elle a été peuplée, faut probablement, en regardant la carte, se dire que les gens de la Grande Terre sont venus des Loyautés, que les gens des Loyautés sont venus des Hébrides du Sud, et les Hébrides du Sud, le Vanuatu du Sud, les gens sont originaires du centre, etc. Et petit à petit, comme ça, remonter l'arc mélanésien jusqu'à la Nouvelle-Guinée. Je n'avais pas pensé à cette question historique, justement, de l'arrivée des Kanaks, qu'on n'arrive pas bien, des fois, à dater, et puis elle est même parfois contestée, parce qu'on dit que ces peuples ont été des envahisseurs, qu'il y avait peut-être des gens avant eux. Alors, est-ce qu'on peut, par la langue, le déterminer, ça, s'il y avait des gens avant, par exemple? Théoriquement, c'est tout à fait possible, oui. C'est-à-dire que s'il y avait eu des populations installées auparavant, théoriquement, il devrait en rester des traces. C'est pas obligatoire, bien entendu, mais enfin, ça devrait être des Slaves, normalement, dans les structures linguistiques. C'est-à-dire que, à supposer que les gens aient coexisté ensemble pendant assez longtemps, eh bien, on devrait trouver avoir des traces de ça dans le vocabulaire ou éventuellement dans la syntaxe. Théoriquement, ça pourrait laisser des traces. Mais en l'occurrence, en ce qui concerne les Kanaks, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut avancer, d'ailleurs pas très innocemment, de prétendre que ils ont été eux-mêmes les colonisateurs d'autres peuples. Bon. Le problème, c'est qu'en l'occurrence, il n'y a absolument aucune trace, ni matérielle, ni sociale, enfin, ni linguistique, qui permettrait d'avancer quelque chose comme ça. Donc, en l'état actuel des connaissances, on admet, on pose comme à peu près certain que les Kanaks sont arrivés dans cette île-là, donc il y a plus de 3 millénaires, et puis qu'ils se sont installés là, qu'ils ont peuplé l'île, et que très vraisemblablement il n'y avait personne, c'est une île qui n'était pas habitée. Alors ils sont probablement arrivés par différents courants, étant donné qu'il y a des langues différentes, et qui sont, elles ont des communautés entre elles, ou est-ce qu'elles sont complètement étrangères? Non, les langues sont tout à fait apparentées. Elles le sont de façon certaine, et en même temps, c'est pas simple, en ce sens qu'on a des surprises quand on étudie cet archipel, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans la moitié nord, on a un ensemble de langues qui sont bien différentes, mais en même temps, qui sont étroitement apparentées. Les correspondances entre les langues sont faciles à voir, il y a beaucoup de mots communs, de vocabulaire commun. En un mot, le travail du comparatiste est simple. Il n'est pas simple, mais disons qu'il est faisable, parce qu'on a des mots qu'on peut comparer, en grand nombre. Par contre, curieusement, quand on passe une ligne qui se situe à peu près au centre de la Grande Terre, vers le Païki et le Wailou, eh bien, à partir de cette ligne-là, les langues sont également différentes entre elles, très différentes, mais
Elles se ressemblent, enfin le travail du comparatiste est plus difficile, les correspondances sont moins régulières, il y a moins de mots communs. Il y a des mots communs avec les langues du Nord, mais ces mots sont moins nombreux. C'est un phénomène assez curieux, et pourtant il y a une continuité certaine entre les langues du Nord et les langues du Sud. Mais à partir du centre, pour une raison que j'ignore, cette continuité semble un petit peu brisée, et les conditions linguistiques sont très différentes. Les langues sont plus usées. Les langues usées, ça existe, c'est-à-dire que les langues du Nord sont considérées comme mieux conservées. Elles ont mieux conservé les traits de la langue mère, c'est-à-dire de la langue des premiers occupants. Alors que les langues du Sud, les mots se sont raccourcis, il y a eu une transformation importante, c'est beaucoup plus difficile de travailler sur les traces linguistiques donc, que ces langues-là nous laissent. Alors est-ce qu'on suppose dans les langues du Sud, si elles sont plus usées, qu'il y a eu plus d'influences étrangères déjà dans le Sud? Ça pourrait être une explication, encore qu'on ne voit pas, on ne voit pas très bien pourquoi une influence étrangère aurait eu nécessairement cet effet. Simplement, apparemment, je ne sais pas, ça suggère peut-être que l'histoire a été beaucoup plus troublée. C'est un petit peu comme si les gens avaient davantage bougé, s'étaient davantage influencés les uns les autres. Peut-être que les rapports avec les îles Loyauté ont été plus intenses, qu'il y a eu des guerres, etc. Et encore une fois, on a une impression de bouleversement linguistique dans toute cette région-là, étrange. Et aux îles Loyauté, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme dans le Sud. Le vocabulaire résiduel n'est pas extrêmement abondant et ce sont des langues qui paraissent moins classiques, moins ressemblées à ce qu'on entend d'ordinaire par une langue d'Océanie, une langue mélanésienne. Alors ces langues se sont conservées pendant 3000 ans, oui. Pratiquement jusqu'à l'arrivée du français. Oui. Alors est-ce qu'on peut dater l'arrivée du français? Est-ce qu'il y a des choses, des mots dans la langue qui apparaissent certainement? Non, c'est pas dans les langues elles-mêmes qu'on peut le voir. Hein. Le français est arrivé avec les premiers marins, les premiers missionnaires, etc. Mais c'est surtout d'ailleurs à l'époque, c'était une espèce de pidgin dont servaient les navigateurs, les santaliers, etc., qui a surtout servi de langue de contact avec les Kanaks. Dans les tout premiers temps, enfin, avant la colonisation, enfin, et même après aussi, il y a eu cette influence du pidgin, c'est-à-dire une espèce de langue faite de mots océaniens, polynésiens, anglais, etc., une espèce une langue assez rudimentaire qui permettait d'avoir des relations de commerce. Et ça, effectivement, il y a encore des traces dans les langues actuelles de ces mots pidgin. Alors là, c'était la langue parlée, puisque c'est celle qui reste, qu'on retrouve dans les langues kanak. Et alors les langues écrites. Alors la langue écrite du français, comment est-elle arrivée? Comment s'est-elle imposée? La langue écrite du français s'est imposée essentiellement à travers l'enseignement des missionnaires. Hein, les missionnaires, pour s'établir, pour convertir les gens, on cherchait à communiquer avec eux d'abord dans leur langue, c'est-à-dire qu'ils ont fait un énorme effort d'apprentissage. Ils étaient immergés parmi leurs futurs fidèles et ils essayaient de communiquer avec eux, de leur apprendre, de leur enseigner la religion, de leur faire comprendre la religion. Donc il fallait qu'ils fassent beaucoup d'efforts sur le plan linguistique, ils essaient d'apprendre la langue. Et ça a créé une situation assez particulière et assez déplaisante apparemment pour les autorités civiles de l'époque, qui trouvaient que finalement les missionnaires, par le biais de la langue notamment, avaient une sorte d'autorité sur leurs fidèles, que ce soit aux Loyautés, les missionnaires protestants, ou dans le Nord de la Grande Terre ou à l'île des Pins, les missionnaires maristes. Donc les autorités civiles se servaient de cette connaissance, par exemple quand ils avaient affaire à promulguer un édit, à le faire circuler, les missionnaires servaient d'interprètes, mais en même temps, donc le gouverneur et les autorités administratives étaient souvent jalouses de ce qu'ils considéraient comme
une influence, une emprise de la mission et de la religion sur les fidèles au détriment éventuellement des autorités donc civiles. Et de la France, puisque quand il s'agissait des missionnaires protestants, c'était des missionnaires anglais. Donc, à partir assez tôt, vers les années 1860, on a tout de suite promulgué des édits ou des réglementations comme quoi l'enseignement, par exemple, que les missionnaires dispensaient ne devait plus être fait dans les langues locales. Alors les missionnaires avaient l'obligation d'enseigner en français, et c'était évidemment pas très facile. Tout était à faire. Ils n'avaient pas les manuels, les méthodes, etc. Et évidemment, ils n'avaient pas en face d'eux des gens qui leur facilitaient la tâche. Enfin, c'était un petit peu casser leur baraque, si tu veux, de détruire un petit peu les méthodes d'enseignement qui avaient été élaborées en langue locale. Mais alors, à partir de ce moment-là, évidemment, ils ont été obligés de se servir, d'élaborer des méthodes, enfin d'utiliser des catéchismes, des choses en français, et par ce biais, les fidèles, des missionnaires maristes sont devenus, ont fait des progrès en français, ont appris petit à petit le français. Alors c'est surtout à travers des textes religieux, en définitive, que le français a été enseigné dans les premiers temps. Oui, bien sûr, oui. Parce que les écoles laïques, je crois, n'étaient pas très nombreuses en milieu mélanésien. Non, c'était tout à fait, la logique de la colonisation qui faisait que, à la fois, on interdisait aux missionnaires ce que leur présence pouvait avoir de bénéfique, c'est-à-dire d'écrire la langue des Kanaks, par exemple. On leur interdisait donc cet enseignement, cette espèce de valorisation déjà des langues kanaks, et en même temps on ne leur donnait pas les moyens effectifs de dispenser un enseignement en français. On ne s'est jamais donné la peine d'établir des écoles publiques dans tous les coins du territoire. Finalement, ça a été laissé un petit peu c'était le domaine des missions protestantes ou catholiques, cet enseignement des Kanaks. Est-ce que cette introduction du français s'est faite parfois de façon assez violente? Est-ce qu'on a réprimé les gens qui utilisaient les langues? Ah oui, ça c'était absolument bien connu, bien traditionnel. Et quand je suis arrivé pour travailler vers les années 65, c'était très souvent que les gens me racontaient qu'à l'école, quand ils étaient écoliers, ils recevaient des coups de trique dans la cour de l'école si on les surprenait à parler leur langue, leur dialecte. C'était absolument interdit dans les écoles publiques de pratiquer les langues vernaculaires. Plus que dans les écoles religieuses, alors Dans les écoles religieuses aussi, parce que les missionnaires considéraient que c'était qu'à partir du moment où les gosses parlaient leur langue, ils perdaient l'occasion de faire des progrès en français. Et à un moment donné, justement, quand on a donné le droit de vote, je crois qu'on ne donnait le droit de vote qu'à ceux qui savaient lire et écrire le français. Oui, c'était une des conditions, effectivement. Je crois que c'était vers les années 32, 33, par là, qu'il y a eu effectivement une réglementation comme ça. La connaissance du français écrit et parlé, effectivement, était un signe de bon esprit, quoi. Pour devenir un citoyen français. Pour devenir un citoyen français, oui. Alors, donc en 65, quelle était la situation, chez les Kanaks, puisque vous avez surtout vécu au milieu des villages, des tribus, comme on dit là-bas. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on sentait quand même une présence coloniale ou non à l'époque? La situation était assez catastrophique. Je crois même que c'était vraiment le creux de la vague. Il y avait eu, en 65, c'était après l'annulation des dispositions libérales de la loi cadre. Donc, s'il y avait eu un moment où l'Union calédonienne, le mouvement de contestation
je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais enfin le mouvement de libéralisation avait le vent en poupe. À partir du moment où la France a commencé ses essais nucléaires dans le Pacifique, il est certain qu'il y a eu, sous De Gaulle, une régression de la politique menée dans le territoire, hein, c'est certain. Donc en 65, c'était pas très gai, c'était pas brillant. On avait vraiment l'impression que le couvercle était mis sur la marmite et que les gens, finalement, n'avaient pas grande perspective d'avenir. C'était plutôt sinistre, hein, dans les tribus, autant que je me souvienne. Il y avait énormément d'alcoolisme. Bon, les gens vivotaient, quoi. Les gens avaient l'impression qu'ils végétaient, qu'ils n'avaient pas de perspective de promotion, d'emploi. L'accès aux écoles était excessivement difficile. Les gosses avaient évidemment un handicap considérable parce qu'ils étaient élevés à la tribu, donc en langue mélanésienne, que c'était difficile pour eux de rentrer dans le système scolaire européen, d'aller à l'école, enfin de se trouver dans des conditions tout à fait favorables, convenables pour faire une scolarité normale, quoi. Donc à l'époque, moi j'en garde un souvenir assez pénible, hein, dans ces années 65, 66, 67, avec un changement assez brutal après. Bon, il y a eu 68, il y a eu le boom du nickel, ça a bougé, il y a eu un afflux de population, il y a eu des mouvements politiques gauchistes, etc., qui sont nés sur le territoire, donc les choses ont changé. Mais à cette époque-là, c'était vraiment... Et comme métropolitain, vous étiez perçu comment dans les tribus? Vous étiez bien reçu? Oui, on est toujours bien reçu, hein, chez les Kanaks, du moment qu'on fait un minimum de gestes, de politesse, on est toujours reçu de façon correcte, courtoise. Bien entendu, les gens, ça leur posait des questions, quoi. Ils se demandaient pas vraiment, en ce sens qu'il y a toujours eu une tradition, une petite tradition d'études d'intérêt pour leur société, pour leur civilisation, pour leur langue, hein, depuis les missionnaires, depuis les Nards. Il y a eu bon, alors on était situé dans ce courant missionnaire, ethnologue, linguiste, et compris comme ça. Et les réactions variaient selon les endroits où on allait, hein. C'est un archipel, il y a des situations très très différentes selon les endroits, donc c'est des expériences très différentes à chaque fois, hein. C'est-à-dire dans l'extrême sud, c'était très différent de ce que c'était à Point-Nimier et à Touhou. Est-ce que les Européens, vous en avez rencontré, et comment ils vous percevaient, eux, alors, puisque vous étudiez? Je crois que le pasteur Lénart était assez mal perçu par les gens de Nouméa et les Européens de plusieurs générations. Et vous? On avait très très peu de contact, hein, avec les Européens, donc à vrai dire, on était totalement obnubilés par les Kanaks, par les contacts avec les Kanaks, et savoir ce que les Européens pensaient de nous, on ne sait pas trop et on s'en fichait un petit peu. Mais je suppose qu'on devait être considéré comme un peu bizarre, parce que bon, naturellement, les gens avaient une vision des Kanaks et des langues kanaks très très péjorative, et donc ils considéraient qu'on étudiait des langues où il y avait 200 mots, etc., et que c'était une activité un peu curieuse, quoi, je suppose, hein. Alors, plusieurs des ethnologues qui ont travaillé en Nouvelle-Calédonie, oui, ont pris fait et cause pour le peuple kanak, dans son ensemble. Oui. Est-ce que ça arrive aussi pour les linguistes? Non, mais ça, je crois que c'est les linguistes, ça pourrait leur arriver aussi, ça serait même assez normal, disons, quand on a connu les Kanaks et qu'on a pu apprécier... tout ce que cette société peut produire comme individu extraordinaire. Quand on a évidemment le souvenir des moments qu'on a passés là-bas, des gens qu'on a rencontrés, des liens très très forts qu'on a établis avec les gens, c'est évident que la situation, les actions politiques qui sont nées éventuellement apparaissent souvent monstrueuses de sottises d'ailleurs. Si on est optimiste, eh bien, on se lance à corps perdu dans la bataille. Si ça dépend un petit peu de son tempérament, hein.
ça c'est une question de choix individuel. À ma connaissance, effectivement, les linguistes ont certainement une position beaucoup plus entrée que les ethnologues qui, pour d'autres raisons, enfin, je pense à Lénard, je pense à Jean Guillard, je pense à Alban Mensa. Je crois enfin, il y a une relation tellement forte avec les populations que l'engagement est tellement total, je crois, qu'ils sont certainement happés complètement, et se retrouvent complètement du côté des Kanaks. Enfin, je ne sais pas, c'est quelque chose, je ne sais pas comment il... C'est vrai que pour prendre ces trois personnes-là, trois individus qui sont très très différents, bien sûr, ils ont un petit peu réagi de la même façon. Enfin, je crois qu'il y a une espèce de passion qui se crée au contact de ces populations. Je ne sais pas... je ne sais pas si c'est comme ça pour tous les ethnologues, je ne pense pas. Pour tous les gens qui travaillent en Océanie, je ne pense pas non plus. Il se trouve que les Kanaks, certainement, savent créer des relations extraordinairement fortes, intenses, et que, bien entendu, moi aussi, en tant que linguiste, j'ai eu à faire un petit peu d'ethnologie, j'ai travaillé avec Mensa, et je comprends très bien comment on peut en arriver là. Mais c'est une relation, enfin c'est un mode d'engagement qui me fait un petit peu peur personnellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'a plus de recul et que de toute façon on va y passer en entier, soi, sa famille et sa vie de famille, etc. Et qu'il n'y a pas de limite en quelque sorte à ce qu'on peut donner, enfin ce qu'on peut faire. Mais je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien qu'il y ait des gens qui soient certainement passionnés par... Et vous pensez que c'est bien parce que les Kanaks en auraient besoin de ce soutien, de cette... Oui, ça on ne peut pas dire qu'ils sont accablés par le soutien des forces de gauche. Hein. Évidemment, ils ont eu la malchance d'entamer leur lutte à une période où les indépendances commençaient à révéler ce qu'elles sont. Et par conséquent, pour un certain nombre de raisons, les forces de gauche n'ont pas été au rendez-vous. Hein. Les Kanaks n'ont pas été soutenus, loin de là, comme ils auraient dû l'être, pu l'être. C'est heureux, certainement, que la lutte ait été en métropole, impulsée par des gens très engagés dans l'étude et la connaissance de leur société. Alors vous y êtes retourné à plusieurs occasions là-bas en Nouvelle-Calédonie pour poursuivre sans doute les études linguistiques que vous aviez entamées. À quelle période vous êtes retrouvé là-bas? Est-ce qu'il y a eu aussi des tournants historiques à ces moments-là? Oui, moi j'ai fait un très très long séjour au début, donc 3 ans pour commencer, jusqu'en 68, et puis après, rien n'a été comme avant cette période, comme il y a eu après 68, hein, c'est-à-dire qu'en 68, il y a eu des étudiants kanaks en France. Vous avez eu l'occasion d'en rencontrer en 68 ? Oui, et avant de partir, par exemple, je connaissais Nida Schneslin, il était dans le quartier latin, et on se connaissait... Et donc, après 68, les Kanaks, ces Kanaks-là, ces Foulards rouges, etc., sont retournés sur place, ont impulsé un mode d'action politique totalement différent, totalement en rupture avec ce qui se faisait, c'est-à-dire avec une contestation excessivement respectueuse. Hein. C'était essentiellement les catholiques et les protestants qui étaient derrière l'Union calédonienne, qui encadraient les Kanaks. À partir de 68, effectivement, et même au quartier latin, on a entendu, je me souviens de conversations avec Nesline parlant des missions dans des termes qui n'étaient certainement, c'était la première fois qu'on entendait ça, c'était une contestation tout à fait radicale, et par conséquent, ce genre d'analyse a été repris sur place, et après
lorsque j'y suis retourné, moi j'y retourne. Excusez-moi, je vais m'arrêter un petit peu sur 68, puisque vous avez connu une Neuschnessline ici à Paris. Vous étiez autour des universités en 68. Est-ce que vous avez vu des Kanaks, par exemple, dans des assemblées d'étudiants, etc.? Non, moi j'ai pas vu des Kanaks, bien qu'il y en ait eu. Bon, ils ont, paraît-il, ils étaient sur les barricades. Non, je me souviens simplement, Niedereusch, il se trouve qu'il était à cette époque-là, il y avait le foyer calédonien qui était rue des Écoles. Et ce foyer, c'est là que j'ai rencontré les premiers Kanaks que j'ai connus. Et donc, c'était effectivement donc, en plein cœur du quartier latin. Et bon, quand on revenait de Nouvelle-Calédonie, on pouvait aller là-bas et trouver, il y avait parmi pas mal d'Européens, il y avait quelques Kanaks et on pouvait donc avoir des contacts avec les étudiants Kanaks. Et c'est là qu'on allait de temps en temps se retrouver, les Kanaks organiser des soirées, chanter, jouer de la guitare, etc. Discuter politique. Bon, on a pu quand même, à partir de cette époque-là, voir le changement d'atmosphère. Alors, ils discutent beaucoup politique, je crois, même chez eux. Et justement, là, ils analysaient la politique, ils étaient attentifs à ce qui se passait en France. C'était nouveau pour eux de voir un pouvoir contesté, un pouvoir aussi fort que celui du général de Gaulle. Oui, c'était pour eux comme pour nous. Enfin, c'était un truc assez formidable de voir que la rue, la contestation pouvait ébranler des choses qui avaient l'air bien en place. Et puis bon, c'était pas absolument non plus les tout premiers. Si on veut chercher une contestation antérieure, il y a le père Apollinaire, par exemple, qui était un père catholique, qui était là au début des années 60, qui a, dans le cadre de ses études, qui a fait des travaux analysant la situation politique et sociale. Bon, ces choses-là, ça circulait un petit peu sous le manteau. Enfin, il y avait déjà des germes de contestation assez radicales à cette époque-là. Alors donc, le mai 68 a eu une influence un an après en Nouvelle-Calédonie, avec l'affaire du tract notamment de Niedereusch-Nessline. Oui. Et à ce moment-là, vous y étiez? Non, moi j'étais pas là. On a entendu parler de cette affaire-là, qu'il a été mis en prison, etc. Mais sur place, à Paris, il y avait déjà des mouvements de soutien. Les gens se mobilisaient pour faire connaître leur lutte et puis pour le défendre, quoi. Alors là, il y a un tournant en somme dans la lutte, c'est-à-dire que on n'obéit plus forcément aux églises. Oui, aux églises et puis aux partis institutionnalisés, quoi, néo-calédoniennes notamment. Alors, est-ce que vous avez vu un petit peu ensuite, quand vous êtes allé en Nouvelle-Calédonie, ces différents courants se mettre en place, qui se sont regroupés ensuite autour du Palika? Oui, ce qui se passe, c'est que moi, après, j'ai fait des séjours extrêmement courts. C'est-à-dire que je retournais en Nouvelle-Calédonie, je restais au grand maximum, je restais 6 mois, le plus souvent 3 mois. Et par conséquent, je pouvais simplement, de séjour en séjour, voir les choses évoluer, changer. Et évidemment, le coup de tonnerre, si on peut dire, le plus important, ça a été en 75 ou 16. 75, le festival Mélanésia 2000. Là. Alors là, vous y étiez? Oui, là j'y étais. J'ai assisté à ce festival pendant les 3 jours. Là. Oui. Alors qu'est-ce que ça a donné comme impression? Parce que je crois qu'il n'y avait pas tellement d'Européens qui y ont assisté. Si, il y a eu quand même pas mal d'Européens qui sont venus. Je crois que c'était une énorme surprise pour tout le monde. C'est-à-dire que, bon, par exemple, moi je travaillais déjà depuis une dizaine d'années, Alban Bensa était là aussi, donc par nos séjours en tribu, on était bien placés pour savoir que la culture kanak en fait était tout à fait vivante, même de façon parfois souterraine, pas très visible. Enfin, on savait qu'il y avait encore une extrême emprise de toute cette culture. Et je crois que malgré tout, on a été les premiers surpris de voir comment Jean-Marie Tjibaou, essentiellement, a réussi à mobiliser les Kanaks de la Grande Terre et des îles, comment il a réussi à faire venir énormément de monde aux environs, à proximité de Nouméa. Donc le succès de ce rendez-vous culturel a été assez stupéfiant. Et puis, il y a eu le contenu du festival, c'est-à-dire il y a eu tout ce qui est sorti à ce moment-là, de danse, de manifestations, d'artisanat, etc. Et c'était
et c'était absolument à la fois stupéfiant et bouleversant. Enfin, je crois que pour les Kanaks eux-mêmes qui se retrouvaient entre eux, je crois que ça a été le signal de quelque chose de formidable. Une grande prise de conscience Oui. à ce moment-là, Oui. et qui s'est répercutée alors comment par la suite, après Mélanésia 2000, parce que c'est plus resté simplement sur le plan culturel. Comment on est passé du plan culturel un peu au plan politique, à la revendication? C'est-à-dire que ça, c'est assez complexe, mais enfin, il ne faut pas oublier que Jean-Marie Tjibaou, qui était assez réservé sur le plan politique, encore à cette époque-là, parce que Jean-Marie Tjibaou a fait quand il est rentré en Nouvelle-Calédonie, a fait d'abord un certain nombre de tâches, de travaux culturels essentiellement, mais de façon un peu marginale. Il était à l'éducation de base, je crois, et il n'était pas très engagé politiquement. Tout a changé, bien entendu, quand un certain nombre de gens comme lui, qui s'étaient engagés dans l'action culturelle vers les années 75, se sont délibérément engagés dans la lutte politique, et dans une politique en rupture avec les options précédentes. C'est-à-dire qu'assez rapidement, ils ont choisi le camp des indépendantistes, ils ont pris le contrôle de l'Union calédonienne. C'est vers les années 77, je crois, que tout ça s'est passé, qu'il y a eu un renouvellement des cadres de l'Union calédonienne, que les Européens qui étaient encore dans le parti ont commencé à quitter l'UC. Et c'est ça qui a précipité le mouvement. Enfin, c'est cette direction donnée à la lutte politique. Jean-Marie Tjibaou était en même temps donc porteur d'un message politique. En même temps, il accordait une extrême importance à l'action culturelle, aux langues, à la culture, etc. Et toute sa lutte politique en a été imprégnée. Alors, on va passer assez rapidement sur l'arrivée de la gauche au pouvoir en France, Oui. Les espoirs un peu déçus des Kanaks, puisque le PS, à un moment donné, avait reconnu le front indépendantiste et promettait plus ou moins de le soutenir efficacement. Les événements de 84-85, et puis vous retournez, vous, en Nouvelle-Calédonie, à l'époque Pisani. Oui. Donc je fais un gros bond là. Oui, effectivement, oui. Un gros bond. Oui. Qu'est-ce qui vous surprend lorsque vous arrivez à cette époque-là, après ces événements qui ont été quand même, qui ont marqué l'histoire de la Nouvelle-Calédonie? Eh bien, effectivement, c'était une époque extrêmement importante. Ce qui me frappait, c'était que les Kanaks, à l'époque, disposaient de 3 régions sur 4 sur le plan administratif. Il y avait la région centre, la région nord, et puis les loyautés. Et donc, ils essayaient de profiter au maximum, de se dépêcher de mettre en place un certain nombre de choses. Et c'était une situation totalement nouvelle. On avait l'impression d'être dans un pays qui s'acheminait vers l'indépendance. Et vous y alliez avec quel objectif, enfin, dans quel but vous étiez là, c'était la région nord. On avait reçu une lettre de Jean-Marie Tjibaou qui nous demandait d'organiser des stages linguistiques dans la région nord. Stage linguistique, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire, parce qu'il y avait des dispositions dans la loi Pisani qui prévoyaient de faire une action culturelle dans les écoles, c'est-à-dire de permettre à des locuteurs, comme on les appelait, des locuteurs, des gens qui parlaient les langues mais qui avaient un petit bagage, qui étaient formés, d'intervenir à l'école, peut-être, je ne sais plus, une demi-journée par semaine, pour parler des langues, pour les enseigner, apprendre comment les écrire, pour parler de la culture, parler de la société kanak, pour qu'il y ait une place au milieu kanak et à la société langue kanak dans l'école, dans l'école publique. Donc ces gens qui devaient intervenir à l'école nous demandé de les former, de leur montrer comment écrire la langue, d'établir des conventions d'écriture qui soient un petit peu rationnelles, qui ne soient pas différentes d'une langue à l'autre, etc. Donc pour harmoniser tout ça et pour vulgariser en même temps ces possibilités d'écriture qui existaient et que nous utilisions, nous, dans nos travaux. Est-ce que vous savez comment cette idée est venue dans le plan Pisani? Comment cette idée est venue? Je pense que c'est toujours... C'était une demande kanak? C'était une demande kanak et c'était toujours certainement quelque chose qui avait beaucoup d'importance donc, pour Jean-Marie Tjibaou. Et aussi, il ne faut pas l'oublier,
Il y avait un certain nombre de cadres progressistes dans les églises aussi, protestantes et catholiques. La direction d'enseignement catholique nous avait demandé, je crois que c'était vers la fin des années 70, enfin, c'était vers 1980, on nous avait demandé de faire une plaquette montrant comment on pouvait écrire les langues kanak. Et ça, c'était l'enseignement catholique qui nous avait demandé ça. Donc on avait fait une plaquette qui traitait de, je sais pas, de 6 ou 10 langues kanak. On montrait comment les écrire. Donc il y avait déjà un certain nombre de choses qui se faisaient un petit peu partout. Et enfin, c'était dans l'air. Et par conséquent, lorsque comme l'enseignement relevait, je crois, je ne sais pas exactement très bien comment, il y avait des compétences des régions sur le contenu des programmes, ou j'en sais rien. Enfin, ils avaient à l'époque aménagé les possibilités d'intervention de la région. La région voulait donc quelque chose d'assez souple, d'assez pratique, d'assez léger. Et je crois que Pisani et son équipe avaient eu cette idée qui était simple et pratique, me semble-t-il, de penser à faire intervenir des gens de l'extérieur à l'école, et non pas d'attendre qu'on ait des gens diplômés, etc., ayant fait de longs cursus. C'était disons, faire intervenir un petit peu la base, comme on dit, dans les écoles, quoi. Alors vous arrivez donc dans la région Nord, vous êtes Oui. assez agréablement surpris par déjà l'organisation qui est en place, Oui. et vous avez l'impression que là on s'achemine vraiment vers ce qu'on peut appeler un processus de décolonisation ou vers l'indépendance dans ces régions, dans la région Nord. C'est assez difficile à dire parce que bon, ce qui était clair, mais c'est qu'il y avait des gens, comment dire, il y a un potentiel chez les Kanaks absolument fantastique, en ce sens qu'il y a, ce sont des gens qui sont, comment dire, assez naturellement des intellectuels, des gens qui aiment bien réfléchir, discuter. Organisés, ils ont une grande capacité d'organisation, mais ça c'est des choses culturelles, c'est-à-dire qu'en fait ils passent une grande partie de leur temps à organiser des rassemblements coutumiers à l'occasion des fêtes, des deuils, etc. Et donc quand il s'agit de rassembler, d'organiser des rassemblements pour faire des meetings, des congrès, je dirais pas que ça n'a pas posé de problème, mais enfin ce sont des gens extrêmement rodés à ce genre d'action, hein. Par conséquent, ils sont allés effectivement jusqu'à organiser des congrès, des choses qui rassemblent des milliers de gens. Enfin, il faut quand même voir ce que ça représente sur le plan de l'infrastructure, de la nourriture qu'il faut apporter, préparer, etc. Comment recevoir les gens, etc. Bon, ça c'est des choses qu'ils savent faire. Et évidemment, c'était d'une extrême importance pour précisément que les gens se rencontrent, discutent. Ils ont un grand sens de la discussion, du compromis, de la négociation, etc. Tout ça, c'est des atouts politiques fabuleux. Et donc, on retrouvait ça, bien entendu, dans l'organisation des régions. C'est-à-dire qu'il y avait des gens extrêmement capables. Mais évidemment, il y avait aussi beaucoup de lacunes, c'est-à-dire des problèmes aussi de formation aux techniques de gestion, enfin des tas de choses liées à l'économie moderne, etc., qui manquaient. Mais on avait l'impression à l'époque, dans la région Nord, effectivement, que ça bougeait, qu'il se passait beaucoup de choses, et que les gens aussi, à la base, étaient mobilisés pour faire des actions, des projets, des coopératives, etc., etc. Et nos stages rentraient dans tout ce bouillonnement d'actions et de projets. Alors, par rapport à 65, vous aviez l'impression que les Kanaks s'étaient repris en main. Ah oui, totalement, mais ça c'est une surprise de l'histoire, ça c'est extraordinaire, quoi, évidemment, de voir en quelques années, en une génération pratiquement, un renversement absolument complet des comportements, les gens dressaient la tête complètement, quoi. Est-ce qu'on vous parlait beaucoup des événements de 84-85 Eh bien, c'est quelque chose dont on ne parlait pas énormément parce que, par exemple, mais enfin c'était là, Françoise Ozanne Rivière, ma femme, faisait des stages précisément dans la région Nord, dans la région d'Yingen. Et c'est évident que
c'était là en arrière-plan et que c'est pas... Enfin, parce qu'il y avait eu des drames. Il y a eu des drames épouvantables, horribles, et évidemment, ça donnait une ambiance assez lourde dans la région. Et c'est pas des choses que les gens abordent facilement. C'est pas des choses que les gens peuvent digérer comme ça, tout comme l'affaire d'Ouvéa plus récemment, quoi. Alors, est-ce que vous trouviez là-bas, lorsque le gouvernement a basculé donc de Fabius à Chirac? Oui, effectivement, on était juste à ce moment-là, lorsque la droite a remporté les élections. Et ça n'a pas provoqué, autant que je me souvienne, de manifestations à Nouméa, où je crois que tout le monde est resté assez calme et assez inquiet. Encore que les Kanaks affichaient une certaine sérénité. Je sais pas, ils avaient un certain optimisme. Enfin, je pense qu'ils pensaient pouvoir traiter avec le pouvoir politique de droite, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils étaient en situation favorable, que je ne pense pas qu'ils imaginaient que la droite aurait la sottise de défaire ce qui avait été fait par Pisani, mais ça a été fait avec les résultats qu'on connaît, quoi. Et vous l'avez ressenti assez rapidement, ces mesures, disons, de destruction de tout ce qui avait été mis en place par les régions? Non, moi je ne l'ai pas ressenti parce que je suis parti aussitôt après ces élections, donc je n'ai simplement eu des nouvelles comme ça que par les gens qui étaient sur place ou qui y allaient. Et j'en ai entendu parler comme tout le monde, hein, parce que les journaux pouvaient en dire et par où dire. Alors après, vous trouviez en France, donc, lorsque sont arrivés d'autres événements graves, oui. Ouvéa en 88, Ouvéa encore en 89, et là vous êtes très attaché encore à la Nouvelle-Calédonie par vos études et en même temps par votre travail, sentimentalement. Oui, enfin c'est-à-dire, c'est toujours pareil, ces événements-là arrivent... Bon, alors on entend tout d'un coup à la radio des noms de villages, des noms d'individus, souvent écorchés. Ça fait un drôle d'effet parce qu'en réalité, c'est souvent des noms qu'on a l'impression, à Paris ou là où on vit, à être pratiquement les seuls à les connaître. Et tout d'un coup, ces noms sont sur la place publique. Par exemple, dans le cas du drame d'Ouvéa, bon, il se trouve qu'on connaissait bien certaines des personnes impliquées. Alors ça fait c'est des choses qu'on vit quand même, qu'on reçoit dans l'estomac de façon assez douloureuse, puisque ces gens avec qui on a travaillé, qu'on a connus, etc., se trouvent impliqués dans des choses épouvantables, quoi. Est-ce que certaines ont été parmi les victimes de la grotte, de ceux que vous connaissiez, puisqu'il y avait aussi un instituteur Non, parmi les victimes de la grotte, non, on ne connaissait pas. C'est à Yangan qu'on connaissait les gens, oui. Alors, est-ce que vous avez l'impression que maintenant, au niveau de la langue, on va pouvoir remonter il y a quelque chose pour remettre, pour que ces langues puissent vivre, Oui. Est-ce qu'elles vont continuer à vivre ou est-ce qu'elles vont avoir encore elles vont petit à petit être érodées par l'emprise du français? Comment ont été érodées des langues en France telles que, je ne sais pas moi, le basque? Non, mais le basque se porte très bien. Hein. Non, mais le français aussi se porte très bien. Il est érodé depuis déjà 2 millénaires par des tas d'influences, mais ça c'est la vie des langues, c'est normal. Donc pour vous, une langue vivante, c'est une langue qui évolue? Qui subit des influences, oui, qui évolue. Dans le cas des langues kanak, on pourrait effectivement se poser la question, parce que c'est des langues qui sont quand même parlées par des toutes petites populations, mais l'expérience montre que les gens tiennent absolument à parler leur langue, à les conserver, parce qu'elles font partie de leur identité, de ce qu'ils sont eux-mêmes. Et à l'heure actuelle, autant que je sache, les gens continuent à se mobiliser pour essayer de faire avancer les travaux sur les langues, faire qu'il y ait le plus de gens possible qui y travaillent, que les traditions, enfin que les conventions d'écriture soient utilisées,
que les langues soient considérées pour elles-mêmes, apprises, explorées, que les gens les sachent bien, quoi. Et ça encore maintenant, plus que jamais peut-être, avec l'Agence culturelle Kanak, qui a l'air assez active en ce moment. Et on a des nouvelles tout le temps, en fait. On reçoit des fax, des coups de téléphone, etc. pour participer, quoi, à cette je dirais pas, c'est pas de la conservation, quoi. C'est pas non plus de la préservation. C'est pas de la préservation, non. Il s'agit de mobiliser les gens autour de leur culture, et la langue fait partie de la culture, quoi. Bon, alors Jean-Claude Rivière, quand on arrive sur le terrain pour enquêter sur le plan linguistique, comment on doit procéder avant d'arriver sur le terrain, et puis quand on y est après? En fait, on arrive d'abord à Nouméa, et le problème c'est d'aller en brousse, c'est donc d'avoir des points de chute, de savoir, une fois qu'on a choisi son aire d'enquête, il faut être certain de pouvoir être accueilli dans un village, d'une part, et de pouvoir y rester et travailler avec quelqu'un d'efficace. Alors ça se prépare comment, ça, avant d'arriver même en Nouvelle-Calédonie? Ça se prépare... avant d'arriver en Nouvelle-Calédonie, on choisit d'abord l'aire d'études qui nous intéresse pour X raisons. Et puis, si possible, on s'annonce. Ça passe toujours par des intermédiaires, par des gens qui, par exemple, sont originaires d'un village, savent que dans ce village, leurs parents, par exemple, sont tout à fait disposés à vous accueillir, c'est-à-dire ne se font pas trop une montagne de recevoir un blanc chez eux, et puis d'autre part sont disposés à travailler, ou savent que quelqu'un sera disposé à travailler sur la linguistique avec vous, quoi. C'est donc, ça se prépare essentiellement par des connaissances, par des gens qui vous disent « tu peux aller là-bas ». Tu vas arriver, tu vas être accueilli par telle famille, et ça va se passer entre telle famille et toi. Et donc, c'est très important de bien préparer son affaire. Alors ensuite, donc on arrive dans le village, on s'installe chez des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de recevoir des Européens. Oui. Ça se passe comment, là? Eh bien, il faut de toute façon respecter un certain nombre de règles locales, c'est-à-dire il est bien vu, il est normal de dire bonjour à la façon kanak, quoi, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle la coutume maintenant. Justement, c'est quand même compliqué la coutume pour un Européen, parce qu'on a toujours peur de faire des impairs, on a toujours peur. Et en définitive, comment ça se passe la première fois? La première fois, il y a généralement quelqu'un qui vous introduit et qui fait la coutume pour vous. C'est donc la tradition orale, on voit comment ça se passe, ce que la personne dit, etc., ce qu'il convient de dire dans cette circonstance-là. Et dans son principe, c'est quand même relativement simple. Il s'agit, les manières d'un Européen, c'est par exemple, éventuellement il s'amènera dans un village, si on va dans un village en France, on va se balader, on va regarder, on va se promener un petit peu partout. Oui. Donc, si tu es un Européen, tu te crois autorisé dans un village à te promener partout, comme ça, du moment que tu rentres pas dans la maison, c'est bon. Là-bas, c'est un petit peu différent. Si tu arrives dans une tribu, dans un village, les gens seront un petit peu surpris si tu te promènes comme ça, comme s'il s'agissait de rue ou d'un village français, et que tu repartes sans rien dire, sans rien faire. C'est pas du tout normal pour eux. Par conséquent, ce qui n'empêche pas que, par ignorance, il y a souvent des problèmes, des gens, des Européens souvent bien intentionnés, puisqu'il s'agit souvent, par exemple, d'Européens, de blancs métropolitains, qui sont détachés là-bas comme fonctionnaires, qui en ont marre d'être à Nouméa, qui ont envie de connaître un petit peu la brousse, qui vont donc un dimanche, plein de bonnes intentions, se promener,
rentrent dans un village s'ils sont hardis, s'ils surmontent leur timidité, et puis en fait ne trouvent pas le moyen de rentrer en contact avec les gens. Bon, quand ils ont fait ça 2 ou 3 fois, qu'ils ont trouvé que les gens n'étaient pas aimables, etc., eh bien ils abandonnent, et puis ils passent tout le restant de leur séjour à Nouméa, ils achètent un bateau, et voilà. Alors que c'est assez simple, il faut simplement avoir l'idée d'apporter quelque chose. Il ne s'agit pas, c'est pas la valeur de la chose qu'on donne qui est importante, c'est le fait de donner quelque chose, de marquer un signe. Un signe comme quoi on reconnaît, on voit les gens, on leur donne quelque chose, et avec ce présent, on donne quelques paroles, on explique qui on est, et qu'on essaie de dire ça le mieux possible, et pourquoi on est là, etc. Et à ce moment, les gens sont extrêmement contents, et vous répondent, et vous font souvent des cadeaux, etc. Est-ce qu'il y a une hiérarchie à respecter? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit obligatoirement passer par, admettons, le chef du village? Oui, alors ça, évidemment, c'est un truc très très important, mais en même temps très compliqué, parce que quand on s'amène comme ça pour visiter un village ou pour y rester, il est effectivement vivement recommandé de contacter le chef et de lui faire la coutume, donc de lui faire un petit présent avec un petit discours. Et alors le problème, c'est que dans quantité de villages, le chef, c'est pas quelqu'un d'identifiable facilement, en ce sens qu'il y a souvent des problèmes chez les gens, chez les Kanaks, dans les tribus, savoir qui est vraiment le chef, etc. Et rien que cette question-là est déjà une question complexe. Alors on peut choisir de l'ignorer et puis de dire « Ah ben nous, on croyait que c'était un tel le chef », et puis voilà. Enfin, rien que ça, déjà, fait toucher la difficulté et la complexité tout de même du séjour en milieu kanak. C'est que les gens ne sont pas nécessairement d'accord entre eux sur qui doit être salué en premier, respecté, etc. Enfin, recevoir des marques de politesse, c'est un problème souvent. Alors pour un Européen, s'il se trompe, s'il fait des gaffes... S'il fait des gaffes, c'est pas dramatique, en ce sens que les gens, souvent, identifient très bien la situation, savent très bien que le malheureux qui se pointe comme ça n'est pas forcément au courant de toutes les histoires, et... Non, simplement ce qui les choque, c'est la manière qu'ils considèrent comme arrogante de venir, de se promener. Même le geste de dire bonjour, par exemple, de dire bonjour en serrant la main, je crois que pour les Kanaks, ça leur paraît, comment dire, ça les fait un petit peu rire. C'est quelque chose d'incroyablement léger, quoi, de donner sa main comme ça, une main vide, ça n'a pas de sens. Pour eux, donc, c'est des manières de blanc. Et par contre, si on a l'idée, effectivement, d'avoir quelque chose dans la main et puis d'exprimer quelque chose sur la situation, sur le plaisir d'être là, etc., ils sont extrêmement sensibles aux paroles. Alors, c'est le plaisir de celui qui sait se débrouiller de cette situation, c'est effectivement toujours de se trouver avec des gens qui sont formidablement habitués à recevoir et surtout à avoir des paroles extrêmement touchantes pour les gens qui arrivent. Et ça se renouvelle en fait pendant tout le temps qu'on passe avec eux. C'est-à-dire qu'on a toujours un petit peu des petites surprises qui sont dues à la délicatesse des gestes et puis des paroles aussi, que les gens, vous vous apercevez que, vous ne voyez absolument rien, vous ne savez pas où vous en êtes trop avec les gens, et puis par exemple vers la fin du séjour, vous apercevez que, mine de rien, en grand secret, il y a des tas de choses qui ont été préparées, le repas, les gens affluent un petit peu partout, il y a une fête, il y a des cadeaux, il y a des discours, etc. Et tout ça, vous ne l'avez pas vu venir. Alors, comment vous procédez ensuite pour, travailler? Parce que là, quand les préliminaires étant faits, là, vous allez passer maintenant à la phase de collecte. Oui, ça c'est évidemment, ça fait partie des choses aussi dont on s'assure autant que possible. C'est rare quand même qu'on arrive dans un endroit en se disant on va travailler avec qui on va pouvoir
moi, ça m'est arrivé un petit peu de travailler comme ça, un peu en kamikaze, quoi. Et c'est pas très bon parce que bon, le travail qu'on fait en linguistique est un travail quand même assez difficile, c'est assez fastidieux, c'est long, c'est assez délicat. Ça suppose une bonne connaissance en principe et de la langue vernaculaire, la langue des gens, et du français. Et donc l'informateur idéal, celui qui connaît très bien sa langue, très bien le français, qui a du temps, qui est absolument prêt à vous aider, c'est rarissime. Alors on travaille avec des gens qui ont un de ces avantages ou qui ont tous ces avantages à la fois. Ça dépend, ça c'est selon. Mais le choix de cette personne-là, la façon dont on la trouve, on n'en est pas forcément le maître. La situation est beaucoup plus simple maintenant parce que y a précisément cet intérêt pour la culture, cette curiosité des gens, cette demande des gens. Moi, j'ai travaillé une époque où il n'y avait pas de demande. Et travailler quand il n'y a pas de demande, eh ben, c'est là que c'est dur. C'est là que c'est dur parce que bon, les gens, par gentillesse et par tout de même, ils vont reconnaître que c'est quand même pas mal, que vous êtes un blanc et vous vous intéressez à leur truc, à leur langue, etc. Bon, c'est méritant, c'est méritoire. Donc il faut être gentil, mais bon, vous allez travailler avec peut-être la personne, quelqu'un qui n'a rien d'autre à faire ou quelqu'un qui s'embête, je ne sais pas. Disons que quand les gens prennent votre travail au sérieux, ce qui quand même est la majorité des cas, eh bien, entre eux, ils décident que ça va être un tel, ça va être le chef, par exemple, qui va décider de répondre à vos questions, ou alors il va déléguer ce travail à quelqu'un qu'il considère comme étant un vieux qui sait bien, qui parle bien, qui a autorité aussi pour parler, parce que n'importe qui ne peut pas se prétendre dépositaire du savoir linguistique et du savoir tout court, hein. En particulier, mon réflexe à moi, quand j'ai commencé à travailler là-bas, c'était de me raccrocher un petit peu aux branches en me disant je vais aller vers ces jeunes, par exemple, qui ont l'air sympathiques, qui parlent un français que je comprends, etc. Et à l'époque, c'était pas lorsqu'on était dans une tribu, on se trouvait souvent avec des gens, des adultes qui parlaient un français extrêmement pauvre, extrêmement difficile à comprendre. Et c'était pas gai d'avoir à enquêter sur leur langue avec si peu de moyens linguistiques. Donc j'avais tendance, moi, à me dire, eh ben, je vais travailler avec ce jeune qui est allé en France, qui a fait son service militaire, qui donc va pouvoir m'expliquer sa langue. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Enfin, un jeune normalement doit rester un petit peu en retrait, modeste, n'a pas tellement le droit de parler. Donc, de préférence, on va vous mettre avec un vieux comme ça qui a pas forcément l'air d'être l'informateur idéal. En réalité, on s'aperçoit souvent que les gens font un choix qui est judicieux parce que, effectivement, la personne est assez astucieuse, parce que la personne a le temps, parce que la personne est patiente, connaît, etc. Hein. Alors là, comment vous procédez ? Vous procédez par un système de fiches, il y a un questionnaire qui est déjà tout prêt, vous l'élaborez sur place ? Ça dépend de où on en est dans son travail. Si ça dépend de ce qu'on veut faire. On peut faire une étude, par exemple, de se dire, on peut décréter qu'on va étudier tel aspect de la syntaxe. Si la langue, on la connaît déjà, on sait de l'écrire, on n'a pas de problème avec la phonétique, la phonologie. À ce moment-là, on va étudier un petit coin de la syntaxe et on va poser des questions déjà préparées sur... il se trouve que c'est pas comme ça que j'ai enquêté parce que on avait une perspective plus ethnolinguistique, c'est-à-dire qu'on essayait en fait de faire le maximum sur une langue, c'est-à-dire de recueillir le maximum de vocabulaire, le maximum de textes, de traditions, de paroles importantes, de paroles significatives pour les gens, et non pas de les faire répondre à des questionnaires déjà élaborés pour les langues d'Afrique, pour les langues d'Amérique,
Donc on donnait la préférence à des prises de parole des gens sur place, de leur faire dire des choses qu'ils considèrent eux comme importantes. Des choses qui ont trait à leur histoire, à leur statut social, etc. Et ça prenait souvent la forme de mythes. Les gens, on leur disait qu'on était demandeurs de textes. On savait très bien qu'il existait des gens littéraires, des poésies, etc. Est-ce qu'ils en connaissaient? Est-ce qu'ils étaient disposés à raconter? Et à ce moment-là, ça devenait une partie de l'enquête assez spéciale. Il fallait avoir accès aux gens, aux différentes personnes dans les différents lignages, dans les différents villages, pouvaient raconter des choses intéressantes, des choses importantes. Hein. Et alors ça, effectivement, c'était quelque chose d'extrêmement, enfin moi qui m'intéressait énormément, parce que les textes qu'on recueillait étaient souvent très intéressants, très riches, très beaux. Et donc... ils ont été publiés, certains ont été publiés. Certains de ces textes ont été publiés, et on n'était pas les premiers à le faire. C'est une tradition de l'ethnologie néo-calédonienne que de publier des textes en langue kanak. On sait que les gens élaborent des récits, des mythes qui sont excessivement intéressants et enfin, qui ont l'intérêt au moins de pouvoir être scrutés, examinés, étudiés enfin, par quiconque au fil des générations, enfin des gens qui s'intéressent sur ce sont des choses qui restent, quoi. Est-ce que justement l'étude de ces mythes permet de mieux comprendre aussi la personnalité du peuple kanak? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Parce que souvent, je crois qu'ils s'expriment à travers ces mythes plus facilement que directement. C'est-à-dire qu'il y a un détour du langage par le conte, Oui, d'une façon générale, de tout ce qui concerne leur propre culture, leur propre société, les gens ne s'expriment pas de façon directe, claire. La situation, les enjeux à l'intérieur de leur propre société sont souvent importants. Il y a souvent des choses souterraines qui ne peuvent pas être dites. Et tout ça passe très très souvent par le biais de paroles souvent sibyllines. Moi, j'ai des souvenirs comme ça de choses bizarres, c'est-à-dire de gens qui vous emmènent, qui vous disent tiens, il y a le vieux un tel qui a quelque chose à te raconter, qui a demandé que tu viennes, alors vous posez votre magnétophone, vous arrivez, faites la coutume, etc. Et puis au bout d'un certain temps, le vieux prend la parole et vous déclare dans la langue la liane de la maison Prohuyeta et la bretelle de portage de la lune et du soleil. Alors il vous dit ça dans la langue, et puis après il a fini, et vous repartez avec ça. Et puis vous méditez sur ce qu'il vous a dit. Ça peut vous prendre beaucoup de temps pour comprendre quel était son message. Alors vous notez son nom, etc. Enfin vous essayez de voir qui c'est, et ce que ce message sibyllin veut dire. Et alors ce qui était un aspect assez amusant aussi, c'est évidemment que tout ça passe par le truchement d'un magnétophone, et que lorsqu'on est allé voir quelqu'un, les gens sont souvent très très désireux de savoir qu'est-ce que t'as raconté le vieux un tel, et vous ouvrez votre magnétophone et les gens écoutent le message qui peut être très bref ou long, et sont de toute façon extraordinairement intéressés par ce qui est dit, et semblent parfaitement comprendre ce qui est dit. Alors que pour vous, c'est du mythe, comme on dit, c'est-à-dire ça a trait à des symboles, un discours sur les origines, etc. Il y a naturellement des éléments réels là-dedans, c'est notamment les noms de famille, les noms de lieux, etc. Donc, tout le problème est de savoir décoder tout ça, et c'est en m'intéressant à ça que j'étais amené à travailler avec Alban Bensa. Ça demande une enquête ethnologique tout à fait approfondie pour pouvoir ensuite présenter un texte de façon tout à fait appropriée sur le plan linguistique, décortiquer, et puis décoder donc quant à la signification du texte. Alors justement, ce qui avait beaucoup impressionné les métropolitains quand Jean-Marie Djibaou est venu un peu plaider sa cause dans les médias, c'est la façon dont il s'exprimait, c'est-à-dire
de façon assez lente, réfléchie, et en même temps à travers des symboles. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une retranscription justement dans le français, dans la façon de s'exprimer en français, des modes de parler, disons, de la langue kanak? Je crois qu'il y avait un discours politique propre à Jean-Marie Tjibaou, où, comme on l'a dit tout à l'heure, délibérément, il accordait une énorme place aux faits culturels, à l'identité kanak, qu'il voulait voir reconnue, etc. Bon, alors Jean-Marie Tjibaou est quelqu'un qui a fait des études en France, quelqu'un qui a lu Maurice Lénard, et qui savait que sous la forme où Maurice Lénard a présenté ses observations ethnologiques, ce discours pouvait être reçu dans certains milieux. Il y avait une compréhension, il y avait une reconnaissance de l'identité kanak telle qu'elle était présentée par Maurice Lénard, et je crois que Jean-Marie Tjibaou s'en est beaucoup inspiré dans sa façon de présenter sa cause politique et le peuple dont il était un peu le représentant. Donc il utilisait des formules, des images, etc., qu'il croyait appropriées à son public et à ce qu'était le peuple kanak. Mais est-ce qu'il parlait de la même façon lorsqu'il était dans un congrès ou que lorsqu'il s'adressait par exemple aux médias en France? J'ai l'impression qu'il y avait quand même une petite distorsion là, à l'usage des métropolitains. Quand il était dans un congrès, j'ai l'impression qu'il parlait un discours politique qui s'embarrassait pas trop de fioritures comme celle-là. Ceci dit, c'est quelqu'un qui savait parler, qui savait faire des discours de coutume, qui savait parler comme les vieux, comme on disait, c'est-à-dire trouver les mots qu'il fallait pour recevoir, pour régler des situations compliquées, etc. Et simplement, il avait une particularité, c'est que je pense qu'au fur et à mesure qu'il prenait de l'importance sur le plan politique, il évitait en quelque sorte, chez lui, dans son propre milieu, de parler sa langue. Je crois que c'était un petit peu par humilité. Je crois qu'un discours de coutume fait en français a évidemment beaucoup moins de poids que s'il est fait dans la langue. Enfin, je crois que c'était une façon de se mettre un petit peu en retrait sur le plan coutumier pour contrebalancer ce que sa position pouvait avoir Enfin, c'est extrêmement rare qu'un kanak ait été aussi sur le devant de la scène, et de façon générale, dans la société kanak, on n'aime pas trop les gens qui dépassent trop. Et ce genre d'attitude, il est bon de l'équilibrer, de la contrebalancer par des attitudes de modestie. Je pense que c'est vrai qu'il parlait peut-être plus très bien sa langue, c'est vrai qu'il avait fait des études au collège, à l'université, et qu'il avait peut-être un peu oublié effectivement il parlait le fouanhi, enfin la langue de Yingen, ou le némi, je ne sais plus. Et je pense que cet usage délibéré du français, cette façon qu'il avait de dire, que j'ai revu d'ailleurs, que j'ai déjà constaté chez plusieurs kanaks, enfin, de dire que sa langue, il ne connaît plus très bien, etc. Une façon pour lui de... Et alors maintenant, les intellectuels kanaks, est-ce qu'ils souhaitent que leurs enfants, par exemple, parlent la langue de leur peuple, ou est-ce qu'ils les poussent au contraire vers le français? De façon générale, actuellement, les kanaks ont tendance à vouloir donc leur société, leur langue perdure, et par conséquent que leurs enfants... mais ça n'est pas forcément général. Vous avez aussi des kanaks progressistes, j'en connais, qui n'accordent pas plus d'importance que ça aux langues kanak, et en fait aimeraient bien que leurs gosses parlent très très bien français, réussissent très bien à l'école, et
aille très loin dans les études. Et par conséquent, ne les pousse pas forcément très loin dans cette direction vers la maîtrise des langues kanaks. Est-ce que les Kanaks ont amené quelque chose à la langue française? Est-ce que en Nouvelle-Calédonie, on trouve trace dans la langue française parlée par les gens là-bas, sur place, d'influence? Bah oui, parce qu'il y a quand même il y a un français de Nouvelle-Calédonie. L'accent qui consiste, on pourrait dire là que c'est peut-être un commencement de dialecte, dans certains cas, dans les chansons d'Ambrose par exemple, il parle un français où il y a non seulement un accent qui apparemment semble fortement influencé par les langues kanaks, donc quant à l'accent, mais il y a aussi bien entendu pas mal de choses, de réalités de Nouvelle-Calédonie qui sont désignées qui sont des mots de langue kanak. Des noms d'arbres, des noms de poissons, des noms de... Et on le retrouve donc Et on retrouve dans le français local, oui. Parlé par les broussards ou plutôt parlé par les gens de Nouméa? Parlé par les broussards, mais aussi, vous avez... je ne sais pas, si vous allez faire votre marché sur à Nouméa, vous achetez des poissons, ou vous pouvez acheter, je ne sais pas, du miquois, c'est une sorte de thon, c'est dans les langues du Sud, c'est le nom qu'on donne à ce poisson. Ou alors, vous avez des arbres, cohus, enfin des choses comme ça qui sont des... le niaouli, c'est un nom aussi local, etc. Vous avez des noms de végétaux qui proviennent des langues kanaks. Est-ce que ces noms-là, on les retrouve dans les dictionnaires français? Mais à condition que la langue ait été étudiée. Alors il y a, par exemple, actuellement, il y a effectivement une jeune néo-calédonienne qui fait des études assez approfondies sur la prononciation, le lexique du français local. C'est un sujet d'étude. Mais est-ce que, par exemple, ça va être adopté ensuite par le français, disons, universel? Certains mots ont été adoptés provenant plus ou moins de la langue kanak. Le mot kanak, bien sûr. Ça, il y a des mots océaniens ou néo-calédoniens qui peuvent effectivement gagner le français métropolitain. Pourquoi pas? Donc c'est une richesse c'est une richesse, c'est quelques mots qui, effectivement, proviennent de cette région-là du monde, quoi. De même que vous avez des mots de ces familles de langues, puisque le kanak, les langues kanak font partie des familles océaniennes. Elles-mêmes font partie de la famille austronésienne. Eh bien, vous avez déjà des mots austronésiens qui sont en français. On ne le sait pas forcément, mais des mots comme orang-outang, par exemple, sont des mots de la région indonésienne qui sont introduits en français. Le nom de l'espionne Matahari, par exemple, eh bien, Mata, c'est un nom aussi à la fois indonésien, à la fois océanien. Dans les langues, il y a une quantité de choses comme ça qui traînent et qui arrivent de partout. Hein. Et alors, si vous aviez peut-être une dernière question, si vous aviez une recherche, une étude à aller faire actuellement en Nouvelle-Calédonie, sur quel sujet il vous semble qu'il serait important de faire porter l'étude? Moi, de toute façon, j'ai mes propres recherches et mes centres d'intérêt, et je sais très bien sur quoi je vais aller travailler la prochaine fois, mais c'est pas pour ça qu'il s'agit de sujets d'actualité ou en liaison avec l'actualité. Ce sont des sujets d'actualité scientifique, c'est-à-dire des choses qui vont intéresser mes collègues qui travaillent sur les langues océaniennes au prochain congrès des spécialistes, quoi. Oui, mais alors qu'est-ce que vous apportez dans le public? Ce que j'apporte, les scientifiques? Ce qu'on apporte, c'est on tient compte évidemment aussi de ce qu'on travaille en liaison avec les gens sur place, c'est-à-dire qu'on essaie, on l'a beaucoup fait d'ailleurs jusqu'à présent, quoi, de faire coïncider leurs intérêts et les nôtres. Ce qui les intéresse de toute façon, c'est quand on apporte des matériaux, des textes, des dictionnaires, des éléments de description grammaticale. Ça, c'est des choses dont ils sont preneurs. Alors, mais c'est généralement, d'un point de vue strictement scientifique, on a des sujets d'intérêt plus pointus, enfin moins directement intéressants pour les gens. Encore que, comme d'habitude, les retombées scientifiques de ces études pointues sont
en fait les plus intéressantes, certainement, parce que c'est lorsqu'on aura fait de façon extrêmement approfondie l'histoire, la comparaison de ces langues, leur histoire, etc., qu'on pourra dire des choses précises que seuls les linguistes peut-être peuvent dire sur l'histoire, l'ancienneté, la façon dont l'archipel a été peuplé, etc. Enfin, on peut apporter des éléments ou dire des choses importantes, mais il faut faire des études extrêmement détaillées, approfondies pour ça, qui peut-être dans l'immédiat ne paraissent pas intéressantes aux gens, mais c'est... Est-ce qu'il y a des linguistes australiens qui travaillent aussi sur le sujet ? Ou est-ce que c'est un terrain réservé C'est pas un terrain réservé. Français ? C'est pas un terrain réservé du tout. Les gens sont venus. Il y a des Australiens qui sont venus quand je suis arrivé travailler pour la première fois. Il y avait un linguiste australien qui travaillait sur les îles Loyauté. Depuis, il y a eu un linguiste américain, il y a eu un néo-zélandais, il y a eu un japonais, il y a eu récemment une japonaise faisant ses études à Sydney ou à Canberra, et ainsi de suite. Bon, c'est les gens, ça dépend un petit peu de la dynamique des études dans les universités qui sont aux alentours de la Nouvelle-Calédonie.